Monsieur le professeur Isaac Kalonda Kanyama, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Oui, vous venez d'animer une très belle conférence dans la ville de Kindu, province du Maniema, plus précisément à l'université Mapon. C'était quoi les thèmes pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qu'est-ce que vous visez en animant cette conférence? Merci beaucoup pour la question. Le thème était économie politique de la performance de l'économie congolaise de 1960 à 2023, et qu'on peut également reformuler en disant économie politique de la croissance économique en RDC. Alors, mon objectif, c'était en fait de susciter une réflexion en matière de performance économique, mais aussi en matière des engagements politiques ou de l'organisation de règles de jeu dans la société congolaise, notamment en termes d'exécuter, de gagner et exécuter les pouvoirs, et aussi en termes de la conduite des politiques économiques. Voilà un peu ce qui a été l'objectif poursuivi. Et déjà, comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance, l'interaction avec les participants à la conférence? C'était vraiment intéressant. J'ai vu que les gens étaient de manière spéciale intéressés d'abord au sujet, et des sujets qui a créé d'abord beaucoup de curiosité, hein, parce que là, les gens se disaient, bon, apparemment il y a de la tautologie dans les sujets et tout ça, mais j'ai dû expliquer les concepts essentiels qui étaient les concepts de l'économie politique et les concepts de la performance économique qui ont cohabité dans les sujets. Et les gens étaient intéressés, surtout le public des étudiants et aussi les praticiens dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Oui, il y a parmi les intervenants qui vient de poser une question importante, le paradoxe entre la richesse qui est créée et les niveaux de pauvreté. Donc cette richesse qui n'est pas inclusive, on ne voit pas dans les communs des mortels. Oui, je crois que ça c'est venu de l'évidence que j'ai montré à partir des données que le pays s'est enrichi de manière substantielle à travers les temps, mais que dans l'entretemps, la population est restée pauvre. C'est en fait un paradoxe, et j'ai dû relever ça. J'ai dû montrer en fait que la population, le PIB, la production nationale, a augmenté considérablement. Et je m'en vais pour vous donner quelques exemples, hein, parce que c'est très important. En 1984, notre production nationale ne représentait que 9,46 milliards de dollars. Et en 2000, la valeur était de 19,1 milliards du PIB, de la création des richesses. Et en 2010, c'était 18,65. En 2022 plutôt, 64 milliards. Et en 2023, 69,47 milliards de dollars. Ce qui représente un accroissement à travers les temps de la richesse qui est créée dans les pays. En fait, le pays est devenu plus riche qu'avant en termes de revenus, en termes de production, mais malheureusement, le paradoxe, c'est que la population continue à vivre dans la misère. Et alors, j'avais également essayé d'expliquer ce qui serait à la base de cela. J'ai dû montrer à l'audience que le niveau d'inégalité est important au niveau de la distribution des revenus, parce que là, on est autour de les coefficients de Gini est autour de 44,7 en 2023. Et en 2022, c'était 42,1 et 42,2 en 2004. Donc le niveau d'inégalité est très important, et cela serait une des explications du fait que la majorité de la population congolaise vit dans la misère. Et une autre explication serait de regarder à la croissance de la population, et là, alors il faudra prouver que la population a augmenté à une vitesse plus grande que l'augmentation des richesses. Mais cela n'est pas vraiment une évidence prouvée, et je crois qu'on peut plus trouver la raison dans les secteurs tels que l'inégalité et d'autres secteurs également. Prof, vous avez dans votre intervention expliqué certaines politiques suivant les gouvernements qui se sont succédés dans les trois républiques.
c'était comment? Vous pouvez nous résumer? À chaque fois, il y a une politique économique avec ces résultats. Ok, j'ai expliqué d'abord partant de l'économie politique en tant que discipline, hein, qui étudie les relations ou les interactions entre la sphère économique et la sphère politique. J'ai expliqué en prenant l'exemple des 5 politiques économiques, notamment la politique d'ouverture économique, la politique d'accumulation du capital, la politique d'échange, la politique des prix. Et là, je vais préciser qu'en ce qui concerne les prix, j'ai considéré les prix des biens qui entrent dans les processus de production. Et la dernière politique que j'ai considérée, c'est la politique monétaire. Alors, j'ai montré que je saisis en fait les performances des économies de politiques en utilisant des variables qui représentent différents régimes. Et donc, ça veut dire leur gouvernance, de manière implicite, hein, leur gouvernance, leur façon, processus de décision économique. Et j'ai dû montrer en fait que parmi les politiques considérées, il y a 3 politiques qui ont eu un impact significatif. Bon, bien sûr, dans certains cas, c'est négatif, et dans certains autres cas, c'est positif. Et c'est notamment la politique d'accumulation de capital, la politique des prix et la politique monétaire. Ce qui veut dire donc que la politique d'ouverture commerciale, qui n'a eu d'effet que dans les 2 ou 3 premières décennies, qui est devenue ineffective après. Il y a également la politique d'échange qui n'a pas eu beaucoup d'impact. Alors j'ai dû montrer que la contribution de chaque gouvernement, de chaque régime, de chaque république à la croissance sur chaque politique. C'est qu'a été en fait ma méthodologie, et j'ai utilisé une méthodologie économétrique qui mesure en fait, qui estime des coefficients variables pour prouver un peu la variation de 60 à 2023. Prof, vous pouvez nous dire, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, aux internautes, c'est quelle période de la RDC, de la vie économique de la RDC, où on a trouvé une hyperinflation. En des termes, vous avez pu exagérer dans la salle. Vous avez dit, oui, les termes n'existent même pas pour qualifier cette situation de l'époque. Oui. C'était dit à quoi? C'était la décennie, parce que j'ai analysé par décennie, hein. C'est la décennie qui va de 1990 à 1999. C'est la période où la politique monétaire, je suis parti en montrant que la politique monétaire a été exagérément expansionniste, et cela a créé une augmentation exagérée des prix, une inflation que je n'ai pas voulu qualifier d'hyperinflation, parce que c'est au-delà des extrémités extrêmes de l'hyperinflation. Alors j'ai tout simplement appelé cela skyrocket inflation, ou bien catapultflation, pour dire ça en français. Donc une période où on est allé au-delà. Alors quand les prix ont augmenté de cette façon sur le plan des biens de consommation, cela a créé ce que nous appelons en économie un choc de la demande. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus être en mesure d'acheter les biens qu'ils achetaient avant, parce que leur pouvoir d'achat avait considérablement diminué. Mais de l'autre côté, il y a eu également l'augmentation des prix des biens qui entrent dans les processus de production. Et alors, cela a augmenté les coûts de production pour les entreprises. Les entreprises d'abord qui venaient, les secteurs de production qui venaient d'être touchés par les pillages de 1991 et 1993. Alors cela a créé un choc de demande, de l'offre. Il y a eu pendant cette période un choc combiné, un choc de la demande et un choc de l'offre qui ont travaillé, concouru à la dépression. C'est pourquoi j'ai appelé cette période-là, cette décennie, la décennie perdue en termes de l'histoire économique de la RDC. Et cela s'est prolongé pratiquement, ces chocs s'est transmis dans l'économie jusqu'à pratiquement dans la décennie qui a suivi. Prof, il y a un intervenant qui venait de vous poser aussi une question importante. Avec toutes ces qualités, tous ces encouragements, les participants disent, mais si on vous affectait à un poste politique, ou si on vous recrutait, la RDC, si les pays vous recrutaient comme consultant en termes d'économie, à la présidence, à la primature,
qu'est-ce que vous proposeriez concrètement avec tout ce qui est dit comme augmentation des salaires, des institutions? On dit des salaires qui sont un peu faramineux alors que le pays a besoin des infrastructures. Oui, bon, de toutes les façons, je suis déjà un consultant, hein, de passer par là. Si on demandait mon point de vue au gouvernement ou à la présidence, d'abord, je pourrais dire quelque chose concernant ce qu'il faut faire pour relancer en fait la croissance économique en partant de cette étude hein, qui sera complétée avec d'autres aspects effectivement. Qu'il faut d'abord, parce que j'ai trouvé dans les analyses empiriques que c'est la politique d'accroissement du capital qui a un effet positif pratiquement sur toute la période étudiée, et alors que d'autres politiques comme la politique monétaire et la politique des prix ont eu des effets négatifs. Donc il faudra, comme je l'ai dit à la conférence, entamer de redressement structurel dont l'objectif est premièrement de relancer, de corriger ou d'augmenter la capacité productive de l'économie. Et il faut également stabiliser, raffermir le cadre, la stabilité du cadre macroéconomique, mais il y a également les climats des affaires qu'il faut améliorer. Quand il faut également améliorer la sécurité au niveau national. Bon, pour ce qui concerne les salaires faramineux, comme les gens ont posé, bon, il y a des gens qui étaient scandalisés de voir que nous parlons de la croissance, on veut que les pays puissent croître en termes de richesses et que ces richesses soient partagées de façon équitable. Mais dans l'entretemps, il y a des catégories de citoyens congolais qui bénéficient de salaires exorbitants. Et les gens ont même parlé de 33 000 $ qui doivent être payés aux députés, aux sénateurs peut-être. Alors à cela, je dirais que le pays a besoin, c'est la question qui a été posée, le pays a besoin des infrastructures, vous venez de le dire vous-même, pour le développement, parce qu'il faut investir dans les infrastructures. Alors je dis, avec un petit calcul seulement, avec les montants de 33 000 $ qu'il faut payer aux députés, si nous retranchons à chaque député 20 000 $, cela va nous faire un total dans 5 ans, pour les mandats, 60 millions de $ qu'on peut économiser. Et 60 millions de $, c'est pratiquement 600 km de routes dont le pays a besoin, parce qu'il y a un besoin dans ce domaine. 600 millions de $, c'est 600 km, en considérant que les kilomètres c'est 1 million de $. 600 km de routes qu'on peut construire, et cela va booster la croissance économique parce que les échanges commerciaux entre les provinces sont freinés à cause du mauvais état des routes. Il y a des routes où vous pouvez faire, pour une distance de 100 km, vous pouvez faire 2 semaines pour vous déplacer en camion. Vous voyez, ça c'est un peu scandaleux, comme ensemble avec les participants, on est scandalisé en fait de voir des choses pareilles alors que les besoins sont imminents. Sont importants dans les pays. Et si à cela nous ajoutons, nous retranchons aussi 20 000 à chaque sénateur, 20 000 à chaque mandataire public, vous voyez qu'on peut arriver à construire dans 5 ans, juste avec un peu d'économie en réduisant les trains de vie des institutions, on peut arriver à asphalter des routes à peu près plus de 1000 km pour les 5 ans, juste avec cette partie-là, bien sûr, en comptant sur d'autres dotations aux infrastructures. Donc il y a des routes impraticables, la route nationale numéro 2 qui passe par ici, sur l'autre rive du fleuve. Bon, j'ai eu la chance de la parcourir dans certaines autres parties du pays, c'est purement, c'est inimaginable. Donc on a besoin de l'argent pour construire des routes pour notre génération et les générations à venir, mais voilà ce scandale que la population est en train de décrire. Voilà, vous posez vous-même une question et vous répondez, ça sera la fin de notre entretien. Oui. Ah, une question?
Ouais, que vous vous posez vous-même à l'intérieur, peut-être vous avez la réponse, que nous on n'a pas pu vous poser. Peut-être là je deviens journaliste là, mais en fait je n'ai pas vraiment une question que je peux poser, c'est peut-être donner une précision ou dire quelque chose, un mot de la fin peut-être. C'est tout simplement dire que les gouvernements qui sont passés dans notre économie, j'ai présenté les résultats concernant les 8 gouvernements de la Troisième République qui ont existé. Bien sûr, je n'inclus pas les gouvernements qui viennent d'être nommés parce qu'ils n'ont pas encore travaillé. Les constats que j'ai faits, c'est que les gouvernements, la performance des gouvernements va en diminuant. Donc depuis les années 2000, les années du gouvernement d'union nationale, bon, du moins, les gouvernements qui a suivi avaient fonctionné étaient plus performants que les gouvernements de l'union nationale. Mais tous les autres gouvernements qui sont venus après, chaque gouvernement a une performance inférieure par rapport au gouvernement qui l'a précédé. J'ai tenté de comprendre ça, mais apparemment c'est aussi parmi les raisons, hein, c'est l'incapacité de ne pas capitaliser ce que les autres ont déjà fait. Et parce qu'apparemment la culture politique dans notre pays, c'est de faire table rase de ce qu'on trouve comme résultat ou performance. Et cela, vous mettez à vous combattre avec les lois économiques qui étaient déjà existantes. Alors, et finalement, vous vous retrouvez avec une performance inférieure au gouvernement qui a précédé. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Et je crois que les gouvernements qui suivront doivent prendre en compte cet élément. Et parmi ces 8 gouvernements, l'avant-dernier est celui qui a eu une performance négative en termes de la contribution moyenne nette à la croissance économique. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Merci, je vous remercie également.